Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel entretien essentiel. Les droits fondamentaux, on n'en parle jamais assez, surtout leur perte. On a vu durant la période Covid, la crise sanitaire, qu'il y a eu un confinement avec des diminutions de droits physiques puisqu'on était resté chez nous. Et après, on a eu le pass vaccinal qui a entraîné, on va dire, une autre forme de perte de droits fondamentaux, le viol du consentement libre et éclairé. On ne va pas revenir totalement là-dessus, mais en tout cas, ce sont des éléments, comme on dit, une fois qu'on a perdu ses droits, c'est difficile de les garder et de les regagner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître David Guyon, qui est un avocat engagé, qui se bat justement pour ses droits fondamentaux, pour cette défense de ses droits fondamentaux avec des citoyens. Bonjour Maître Guyon et Bonjour. bienvenue sur le plateau de François. Merci d'ailleurs de vous battre pour ses droits d'ailleurs, parce qu'on n'en voit pas souvent des avocats qui défendent ses droits. Ah, merci. Pourtant, c'est l'ADN des avocats, c'est de défendre toutes les libertés fondamentales. Et alors, on va en parler un peu de ces libertés fondamentales parce que je pense que c'est vraiment important pour que les citoyens le comprennent bien. C'est qu'est-ce qui fait qu'on doit les défendre, qu'est-ce qui fait qu'on doit se défendre aujourd'hui en tant que citoyen bien plus que bien plus qu'avant, puisque on a vu qu'on avait des agences de régulation, on a mis en place des agents de contrôle qui sont là justement pour agir en tant qu'intermédiaire entre un fabricant, par exemple, de vaccins et puis un citoyen ou un fabricant automobile et un conducteur. Et donc, ces agences, aujourd'hui, il y a une forme de défaillance pour vous? Alors oui, il y a effectivement une forme de défaillance. Vous avez parlé tout à l'heure donc d'une régression des libertés fondamentales. On est dans un cycle de régression généralisée de toutes nos libertés fondamentales. Donc déjà, il faut en avoir conscience. J'avais évoqué ce qu'on appelle l'effet cliquet. C'est l'effet en fait de régression progressive de vos libertés fondamentales. C'est-à-dire que on va diminuer une liberté fondamentale en partant du postulat qu'il y a une urgence, une nécessité absolue de régresser cette liberté. Une fois que vous l'avez restreinte, vous l'avez limitée, et que la justification initiale a pris fin, dans ce cas-là, vous allez vous dire, ok, la liberté initiale va pouvoir revenir à sa base. Et en fait, c'est jamais le cas. On a vu le pass sanitaire, on a instauré un précédent qui n'existait pas auparavant. On a été capable finalement de créer une sorte de discrimination qui est devenue une justification. Et on voit qu'aujourd'hui, avec le pass JO, on a repris les mêmes mécanismes. Et cette fois-ci, il n'y a plus besoin de crise sanitaire. L'outil a été totalement pérennisé dans notre droit commun. Il est prévu jusqu'en 2025, puisque la loi sur les Jeux Olympiques le prévoit jusqu'à 2025, mais il y a de fortes chances qu'il soit pérennisé par la suite, parce que ça deviendra un outil du quotidien. Alors, quand même, c'est même si jamais ça devient un outil quotidien, est-ce qu'il n'y a pas un élément en préalable, en préambule, tout ça, c'est la gestion du risque ou la notion de peur, parce que quelque part, à chaque fois qu'on a cette perte de liberté ou cette hyper-normation, on va dire, de notre vie, c'est parce qu'il y a un risque, et avec ce risque est associé une peur. Donc, ça pourrait être la peur d'un virus, ça pourrait être la peur d'un accident automobile. Donc, quel est le rôle de la peur dans la justification de cette limitation des droits fondamentaux? La peur met fin à la raison. La peur, chaque fois que vous l'invoquez, chaque fois que vous la mettez en avant, finalement, vous ne raisonnez plus de manière logique et de manière cartésienne. C'est ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. On a mis en avant la peur. On a bien vu qu'il y avait une propagande médiatique. Je pense que aucun média ne contestera le fait qu'ils sont allés dans le sens du gouvernement, et certainement pas BFM TV qui avait indiqué que, à ce moment-là, justement, il ne fallait pas aller à l'encontre de la parole du gouvernement. Je ne reprends que les propos de la présidente de l'époque de BFM TV. Donc là, on voit bien qu'il y a effectivement un vrai outil de manipulation des masses. Dès lors que vous invoquez la peur, effectivement, le citoyen lambda, qui n'est pas biberonné finalement aux libertés fondamentales, comme pourrait l'être un avocat qui, durant toutes ses études, va être sensibilisé à la question des libertés fondamentales, on ne prend conscience véritablement des libertés fondamentales que lorsque l'on comprend véritablement et sincèrement ce que ça représente. Le citoyen lambda n'a pas accès à cette connaissance, parce que ça demande beaucoup de travail. Et comme il n'a pas accès à cette connaissance, il n'a pas le concept de liberté fondamentale. On ne différencie pas véritablement ce qu'est une liberté, ce qu'est un droit. Est-ce la même chose? Est-ce finalement les deux pièces d'une même face? Et par conséquent, dès lors que vous allez mettre en avant la peur, automatiquement, comme il n'a pas conscience de ce qu'il va perdre, il va, de manière assez logique, finalement, accepter les restrictions de liberté. Or, en réalité, chaque fois que vous restreignez une liberté sur un motif de sécurité publique ou de santé publique ou de tranquillité publique, vous allez toujours accepter l'idée que vos libertés, qui sont fondamentales, vont devenir des libertés facultatives, vont devenir des variables d'ajustement, en réalité, d'une politique
qui, par sa carence, n'est pas capable de pouvoir juguler correctement la liberté et l'impératif de sécurité ou de santé publique. Et donc là, en l'occurrence, quand on est un avocat engagé et qu'on se bat pour ses libertés et qu'on a des associations comme une de celles que vous représentez, on va parler d'un des sujets qui est l'association de la défense des libertés fondamentales, l'ADLF, donc une association montpelliérienne de 200 et quelques citoyens, donc des citoyens qui se sont fédérés, regroupés et qui défendent ces droits. Quand ils viennent vous voir, est-ce que vous devez discuter avec eux ce que c'est justement ces libertés, ce que c'est ces droits? Vous avez un processus éducatif au travers de ça? Alors oui, effectivement, l'association de défense des libertés fondamentales, initialement, c'est un petit noyau de personnes issues de Montpellier qui très rapidement a pris une ampleur sur le plan national puisque nous sommes intervenus sur des questions de liberté fondamentale comme l'obligation vaccinale, la suspension sans rémunération des soignants et puis récemment à Nice, nous avions également attaqué l'arrêté municipal qui avait été pris par Estrosi pour réinstaurer le port du masque dans les transports en commun au moment où justement toutes les mesures sanitaires avaient été levées. Donc ça, c'était des mesures ponctuelles sur lesquelles nous étions intervenus et ils m'ont mandaté, comme c'était le cas, pour le pass JO, parce que nos libertés fondamentales étaient clairement atteintes. Il y a évidemment un processus éducatif, puisque ce sont des citoyens issus de la société civile, ce sont des personnes qui n'ont pas eu de formation juridique, mais qui ont quand même eu conscience, d'une part, des mécanismes finalement de propagande qui a eu lieu à leur rencontre. On a cherché à leur imposer une vision de la société, à savoir une vision dans laquelle tout le monde est limite tout le monde. On doit se méfier parce que chaque personne que vous rencontrez peut être un potentiel malade qui peut vous transmettre une maladie mortelle. Et donc ça, bien entendu, il y a eu à un moment donné une dissonance entre la réalité dans laquelle ils vivaient et puis ce qu'on leur racontait dans les médias. Et après ce travail pédagogique, ce travail dans lequel on va rappeler qu'effectivement ils sont dans le vrai, c'est-à-dire que nos libertés fondamentales ne sont pas des libertés facultatives, elles sont indispensables pour être dans une société démocratique. Est-ce qu'on doit vivre dans une société démocratique? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le choix dans lequel la France s'est engagée depuis 1789. Vivre dans une société dans laquelle nos libertés fondamentales sont respectées. Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Et à partir de ce moment-là, notre ADN a toujours été celui-ci. Qui est même écrit dans le préambule de la Constitution, en fait. Puisqu'on se soumet à cette déclaration des droits de l'homme, en fait. Tout à fait, qui fait partie de notre droit positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous créez une loi, vous devez vous assurer que vous respectez ce texte. Donc ça veut dire que tout le monde est soumis finalement à ce texte. Donc c'est pas de la poésie, c'est pas de la philosophie. C'est vraiment du droit concret. C'est un concept le plus élevé pour vous, en fait, en droit, cette déclaration des droits de l'homme? C'est, si vous voulez, une sorte de phare au milieu de la nuit. Chaque fois que vous ne savez pas où vous allez, vous repérez par rapport à cette boussole, par rapport à ce phare qui est planté là et qui doit vous guider. C'est justement ce qui nous amène à dire, pendant une crise sanitaire ou pendant n'importe quelle crise, vous pouvez pas vous dire, on va restreindre toutes vos libertés fondamentales. Parce que si vous acceptez ça, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de libertés fondamentales. Il n'y a que des libertés facultatives. Et en fait, c'est la négation de ce qu'est la démocratie. Et surtout, on s'en remet à l'État. En fait, on lui remet les clés du camion, quelque part, à l'État. Ah oui. Et on lui remet la totalité de notre bien-être. Si jamais ils font erreur, eh bien, en fait, on va dans le mur avec eux, quoi. Moi, c'est ce que je disais pendant la crise sanitaire, mais également la crise énergétique. Chaque fois que vous reprenez les textes qui justifient des restrictions de liberté qui pourront être prises par le gouvernement, le terme de crise n'est jamais défini. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous ne définissez pas ce qu'est une crise? En fait, ça veut dire que le gouvernement va pouvoir invoquer des motifs subjectifs, évolutifs, et qui pourront s'ajuster aux besoins de ce que le gouvernement du moment estime être l'intérêt général. On est en pleine période électorale, on sort donc de la dissolution, et tout le monde nous met en avant, les extrêmes vont arriver au pouvoir. Mais moi, la vraie inquiétude que j'ai en tant qu'avocat engagé en matière de liberté fondamentale, c'est que si demain vous remettez les clés à un parti extrémiste, il n'a besoin de changer aucune ligne, d'aucun texte, pour mettre en place un véritable régime totalitaire. Et ça, je pense que les gens n'en ont pas du tout conscience. C'est que nous avons déjà tout le terreau d'un régime autoritaire qui est présent. De par nos lois, on va dire, de par le corpus des lois, en fait, on a déjà doté le pouvoir du pouvoir d'agir contre nos libertés si jamais il y avait une dérive, on va dire, idéologique. C'est cela? Tout à fait. En fait, il suffirait juste de reprendre les lois qui existent aujourd'hui, les activer, et puis à partir de ce moment-là, comme l'intérêt général va s'adapter aux besoins du gouvernement en place,
vous avez filé les clés de la maison et puis Mm. tous les outils pour pouvoir mettre en place un véritable régime autoritaire. Donc la véritable crainte, elle n'est pas de se dire demain c'est l'extrême droite ou l'extrême gauche qui prend le pouvoir. La véritable crainte est de se dire on a déjà tous les outils qui existent pour être dans un régime autoritaire. On est à un pas à chaque fois de passer d'un régime démocratique à un régime autoritaire. Donc on a tous les outils pour vraiment détruire ces droits fondamentaux. Ça, c'est très important de le rappeler. Et merci beaucoup, David Guillon, de rappeler ces éléments-là, parce que je pense que on n'en parle jamais assez. Maintenant, je sais que vous avez deux thématiques qui sont importantes dans vos actions. Il y en a une qui a trait à la sécurité routière, puisque vous avez un collectif d'individus qui se sont retrouvés un peu en désarroi, un peu laissés pour compte de côté face à un constructeur automobile qui s'appelle Citroën et qui avait mis en place des airbags qui sont défectueux, notamment avec l'augmentation de l'humidité et qui entraînent justement un risque accru pour leur sécurité et pour leur santé par définition. Et donc ça fait aussi partie du travail d'un avocat que de défendre les citoyens, des collectifs de citoyens contre des constructeurs automobiles. Tout à fait. Alors, c'est peut-être un peu moins, un peu moins tape à l'œil que lorsque vous attaquez effectivement le pass sanitaire ou l'obligation vaccinale. Mais en fait, on est toujours sur une question de liberté fondamentale. Quand on prend un véhicule, on ne doit pas avoir des petites pièces de métal qui sont projetées à plus de 300 km/h en direction de votre visage si jamais l'airbag se déclenche. Pourtant, aujourd'hui, c'est ce qui se passe, ou ce qui pourrait se passer, si vous avez un airbag de la marque Takata sur un véhicule Citroën C3 ou DS3 qui a été construit entre 2009 et 2019. Ce qui est le plus scandaleux finalement dans ce dossier, c'est qu'il aura fallu attendre quasiment le reportage accablant de TF1 sur les airbags tueurs de la marque Takata pour que Citroën prenne enfin position de manière officielle et procède à une campagne de rappel un peu à la hâte, un peu sous la pression des médias. C'est le rôle des médias quelque part de jouer ce rôle-là, non? Bien sûr, c'est leur rôle et heureusement qu'ils sont là pour ça. Mais ce qui est malheureux, c'est que finalement on doit attendre un reportage accablant dans lequel la responsabilité pénale de Citroën est mise en cause pour qu'on ait enfin, finalement, une session de rappel de tous les véhicules qui peuvent être susceptibles de causer des dommages de mort et de dommages potentiellement extrêmement graves si jamais vous n'êtes pas tué. Donc c'est effectivement le rôle des médias et le rôle d'un avocat, c'est d'agir pour défendre les libertés fondamentales de toutes les personnes qui peuvent être impactées, notamment lorsque, ici, c'est un constructeur qui est défaillant. Alors là, on parle de quelques 200 000 véhicules, je crois, un petit peu plus que 200 000, donc des C3, des DS3, donc des véhicules que le commun des Français peut acheter. Alors pas forcément des véhicules électriques qui correspondent à la bonne réglementation qu'on essaye de nous faire avaler, mais en tout cas des véhicules qu'on a tous eu dans nos familles, donc vraiment un sujet d'intérêt général quelque part, puisque 200 000 véhicules c'est quand même pas rien, il y a quelques 2 millions de véhicules qui sont vendus en France tous les ans, c'est 10%, donc sur une durée longue, mais ce n'est pas epsilon. Donc quand vous avez des clients qui se rendent compte un matin en ayant vu un reportage à la télévision et qui se disent « Ah, j'ai eu une C3 avec cet airbag » et qui se disent « Ah mince, je pourrais être en danger », ça fait quoi? Ils se réveillent, Alors, vous avez deux types de réactions. Vous avez la personne qui, effectivement, prend conscience que depuis 10 ans, cette possibilité d'avoir des petites pièces de métal projetées à plus de 300 km/h en direction du visage pourrait arriver à tout instant. Et donc, il peut y avoir un vrai choc psychologique. J'en ai récupéré quand même quelques-uns qui étaient très choqués. Et puis, vous avez l'inconscience. C'est-à-dire, bon, ce n'est qu'un courrier, je vais quand même continuer de pouvoir circuler avec mon véhicule parce qu'après tout, d'une part, j'ai pas forcément vocation à avoir un accident et d'autre part, j'ai pas vraiment le choix, il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille faire mes courses, il faut que je puisse emmener mamie ou papy, effectivement, pour les auscultations médicales, il faut que je puisse emmener les enfants au sport. Oui, il y a la contrainte, quoi, l'obligation à la contrainte. Donc, il y a toujours une bonne raison pour prendre son véhicule. Moi, mon rôle en tant qu'avocat, la première chose, c'est de faire de la pédagogie. C'est-à-dire, il faut qu'ils comprennent trois choses. La première, c'est que l'airbag peut se déclencher avec ou sans accident. Donc ça veut dire que vous jouez à la roulette russe. Même si jamais il y a une probabilité qui est faible. Tout à fait. Mais encore une fois, c'est comme pour les effets secondaires de la vaccination. C'est peut-être 0,0001%. Mais pour la victime, elle, c'est 100%. Et donc, on peut pas parler de valeur absolue lorsque, pour les gens, c'est
c'est une réalité qui est complètement Non, mais différente. pour ne pas agiter la peur et la psychose, on va dire, c'est un risque qui est très faible. En fait, c'est ce qu'il faut dire. Mais comme on dit, pour les victimes, c'est 100%. Voilà. Donc, ça, je le conçois tout à fait. Donc, et ça n'arrive pas qu'aux autres. Ceci dit, il faut être juste réaliste. Et je pense que le rôle des médias aussi, c'est de se dire, la probabilité est faible, mais ceci dit, la responsabilité du constructeur de faire quelque chose et d'agir, et la responsabilité des régulateurs de savoir qui contrôle. Parce que si on mettait un logiciel défaillant dans un avion, on a vu qu'on avait arrêté des avions pour ça. Donc là, quand on a une pièce défaillante dans une voiture, le rôle du constructeur, sa responsabilité est engagée, mais j'aimerais aussi comprendre le rôle des agences de régulation, enfin ceux qui autorisent ce genre de produit. Donc la première chose, donc c'est que ça peut se déclencher à tout instant, même si la probabilité est faible, il faut le rappeler. La deuxième chose, c'est qu'ils sont plus assurés, puisque l'assureur, après, faut pas confondre l'assureur, celui qui a commercialisé l'assurance, et l'assureur, celui qui va venir vous faire le chèque si jamais il vous arrivait quoi que ce soit. C'est deux personnes complètement différentes. L'assureur, celui qui est chargé de vous indemniser si par exemple vous avez un dommage corporel, lui, il va invoquer ce qu'on appelle la faute. Vous avez roulé en méconnaissance d'une interdiction qui avait été faite par le constructeur. Et donc, par votre faute, vous avez aggravé votre dommage. Moi, et votre risque. Et votre risque. Et moi, en tant qu'assureur, je ne couvre pas votre faute. Donc là, la première chose, ils ne sont pas assurés. Et la troisième chose, c'est toujours dans la même logique, c'est que si vous n'êtes pas assuré et que vous circulez, bah, vous êtes un délinquant de la route. C'est un délit que vous commettez. Donc là, il faudra discuter avec les forces de l'ordre sur la question de est-ce que vous êtes en infraction ou non. Pour le moment, visiblement, les forces de l'ordre sont compréhensifs. Mais évidemment, s'il suffit de tomber sur une personne qui ne l'est pas, pour qu'elle vous dise, bah là, aujourd'hui, vous êtes un danger à la fois pour vous et pour les autres. Donc vous êtes en train de dire qu'il y a 200 000 personnes potentielles qui roulent en France, soit en méconnaissance de cause, soit en connaissance de cause, qui potentiellement ne sont pas assurées. Donc on a contribué à avoir des non-assurés sur la route, quoi. On a des délinquants de la route, effectivement, qui le sont par la faute de Citroën. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on engage des actions en responsabilité à l'encontre de Citroën. Il y a deux objectifs. Le premier, c'est être en priorité dans le remplacement des airbags, puisque 200 000 personnes en même temps, bien évidemment, Citroën ne pourra pas réparer aussi rapidement que possible leurs airbags. En revanche, peut-être qu'il y aura des priorités qui seront données. Donc là, ils ont déjà procédé à une campagne de rappel. Donc en fait, c'est en cours. C'est en cours. Voilà. C'est en cours, mais donc, regardez, en fait, ce qu'on peut dire aux gens, c'est si vous avez une C3, vous avez une DS3, n'ignorez pas les courriers du constructeur. Faites attention et soyez conscient que. Et même spontanément, Citroën n'a pas pu envoyer 200 000 courriers à tout le monde, donc il y a aussi un site que Citroën a ouvert qui permet de vérifier si le véhicule est concerné ou non par la campagne de rappel. Donc si vous avez une C3 DS3 entre 2009 et 2019, il faut aller sur ce site pour vérifier que votre véhicule ne fait pas l'objet de la campagne de rappel, même si vous n'avez pas reçu ce courrier. Alors, mais est-ce que Citroën a communiqué dans les journaux sur cette campagne de rappel ? Oui, ils ont communiqué et effectivement, ils ont procédé quand même déjà à pas mal de rappels. Malheureusement, c'est pas suffisant. Donc, ils ont joué leur rôle. En fait, à partir du moment où ils ont pris conscience, même si jamais ils ont tardé, maintenant, ils sont engagés pour essayer de réparer le... Alors, ils ont été acculés, comme j'ai expliqué, par le documentaire. Donc, en fait, c'est depuis 2016 qu'ils savent que potentiellement, il peut y avoir un lien entre des décès qui seraient survenus justement par la projection de petites pièces de métal et la défaillance des airbags. Donc depuis 2016, il y a déjà des éléments d'enquête qui laissent penser qu'il pourrait y avoir une part imputable à la défaillance des airbags. Et c'est finalement ce reportage, je vous dis, assez accablant de TF1 qui a fini par faire éclater au grand jour et qui a fini par mettre devant ses responsabilités Citroën. Donc merci à ces médias d'avoir fait leur travail, puisqu'aujourd'hui, on a des personnes qui vont pouvoir prendre des mesures de précaution. Et se rejoindre comme les 600 personnes qui adhèrent à votre newsletter à ce sujet et à votre action quelque part collective. Mais maintenant, est-ce que ces airbags auraient dû être approuvés à l'origine? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une faute de la part du régulateur ou du constructeur, je ne sais pas, je pars sous votre contrôle, bien sûr, de la partie qui approuve cette pièce qui est embarquée dans ce véhicule? Ou la DGCCRF, par exemple. C'est comme tout. En fait, on est dans un scandale qui est un scandale finalement industriel. Il y a nécessairement, et là, ce sera l'enquête pénale notamment qui permettra de le déterminer, il y a nécessairement des défaillances systémiques. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la part du constructeur, du sous-traitant, du fabricant d'origine et des organismes de contrôle, des fautes qui se sont cumulées et qui n'ont pas permis de pouvoir déceler correctement le risque. Effectivement, le risque. Et donc, et de le gérer, en fait. Et de le gérer. Mais ça sera, j'ai envie de dire, ça sera dans un deuxième temps. C'est-à-dire que ce sera Citroën. Si demain, j'étais l'avocat de Citroën
ce serait ce que je devrais rechercher. C'est-à-dire engager une action en responsabilité à l'encontre de tous ceux qui ont participé. De la chaîne complète de participation Exactement. des agents, on va dire, et de trouver à dire, bon, ben, en fin de compte, c'est là où il y a une défaillance. Exactement. Parce que le conducteur de base, lui, la loi lui dit, c'est simple, vous avez droit à une indemnisation dès lors qu'il y a un produit défectueux. Le produit défectueux, il est reconnu par Citroën, il faut procéder à une campagne de rappel. Il sait rappel. peut-être même pas que son airbag, c'est de la marque Takata, parce qu'il y a marqué Citroën ou airbag dessus. Donc, exactement, non, mais c'est vrai, on ne sait pas. C'est invisible pour lui. Pour nous, le constructeur, c'est Citroën. On se retourne que contre Citroën. Après, Citroën, lui, doit faire son travail pour faire remonter la chaîne de responsabilité et ne pas assumer la charge finale des condamnations dont il va faire l'objet. Donc c'est important en fait de rappeler ce cas parce que c'est de la sécurité. Donc la sécurité entraîne des risques, entraîne comme vous dites des problématiques d'assurance. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur ce cas particulier important à dire que vous souhaiteriez mentionner? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la première partie de la campagne de rappel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Citroën a communiqué sur C3, DS3 2009-2019. La marque Takata a fourni d'autres airbags à d'autres constructeurs automobiles. D'accord. Ce qui se passe, c'est que je pense qu'on est dans une période de flux tendu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en capacité déjà de pouvoir traiter les 200 000 véhicules. Si demain on vous dit que c'est 8 millions de véhicules et qu'il n'y a pas que Citroën, on va se retrouver dans une difficulté opérationnelle pour immobiliser tous les véhicules, quoi. Voilà, exactement. Alors, on va se retrouver en fait avec des véhicules potentiellement qui vont devoir être immobilisés et qui vont concerner un Français sur deux. Donc moi, en tant qu'avocat, ce que je comprends, c'est que la campagne de rappel va se faire successivement. C'est qu'il va y avoir d'autres véhicules qui vont être concernés. Donc, ce qu'on doit se poser comme question en tant que consommateur, c'est est-ce que le véhicule que je conduis a, dans son dispositif, un airbag de la marque Takata? C'est vraiment la première question qu'il faut se poser. Y compris lorsque ce n'est pas forcément la marque Citroën. Parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune raison que vous ayez moins de risques qu'une Citroën C3 ou DS3. Donc, à l'avenir, j'en suis quasiment persuadé, vous aurez une campagne de rappel qui sera procédée par d'autres marques, d'autres fabricants, qui attendent simplement que là, on soit capable d'augmenter. Donc, ce n'est pas que la marque Takata qui pourrait être impliquée là-dedans, et il faut rappeler. Alors, c'est la marque Takata, c'est pas que la marque Citroën. D'accord, c'est la marque Takata, c'est pas que la marque Citroën. Et en fait, ça serait tous les types d'airbags de cette marque-là, parce qu'ils en ont plusieurs. Donc, en fait, juste pour ne pas pointer du doigt, est-ce qu'il y a des airbags de la marque Takata qui ne remplissent pas les problématiques de sécurité? Alors là, ça sera l'enquête pénale qui permettra de le déterminer. D'accord. Mais ce qui semble poser problème dans cet airbag, c'est le gaz qui est utilisé. Donc la vraie question qu'on doit se poser, et ça sera difficile d'avoir cette information puisque la marque Takata a disparu de la circulation, ils ont été en liquidation judiciaire. La vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ce gaz qui a été utilisé l'a été dans d'autres modèles d'airbag utilisés pour d'autres véhicules que la marque Citroën. Et ça, il y a une enquête pénale actuellement qui est en cours, qui a été menée par un de mes confrères à Toulouse. Et effectivement, l'objectif de cette action pénale sera de déterminer qui sont les véritables coupables et quelles sont les fautes concrètement qui ont été commises. Ça, c'est que l'avenir qui pourra nous le dire, mais évidemment qu'il y aura des têtes qui vont tomber, comme on le dit, parce que c'est un scandale industriel en réalité. Alors, scandale industriel, on l'a vu, ce sont des scandales, et il y en a beaucoup, hein. Notamment, on a aussi vu un sujet que vous avez suivi avec la vaccination obligatoire des soignants, avec les éventuels effets secondaires qui étaient totalement absents, on va dire, même qui n'existaient pas pour certaines personnes sur les plateaux télévisés, alors qu'il n'y a jamais eu un vaccin ou un médicament qui n'a pas d'effets secondaires. On les voit arriver après. Donc, on voit bien qu'il y a un lien entre les deux types d'actions, puisque quelque part, quand vous défendez la sécurité et la santé des personnes, il faut avoir dans votre attirail, dans votre boîte à outils, tous ces éléments pour défendre vos clients. Quand on en est à l'étape où on en est aujourd'hui. Alors on voit bien qu'il y a la notion de causalité pour les effets secondaires, qui est pour les victimes qui se battent pour les. Est-ce qu'il y a la même notion, on va dire, de la causalité qui se bat dans le cadre de ces airbags Takata? Autant la question de la vaccination obligatoire, il y a une vraie propagande et il y a vraiment une incapacité pour le citoyen lambda de comprendre, d'une part, que ça existe et d'autre part, que c'est possible. Pour la question des airbags tueurs de la marque Takata, c'est beaucoup plus concret. C'est-à-dire que, ils se rendent bien compte qu'effectivement, ils ont un véhicule, que ce véhicule ne leur apporte plus la sécurité qui était attendue et que ce véhicule, ils vont plus pouvoir l'utiliser. Donc, leur vie de tous les jours est déjà impactée. Donc, je pense que dès qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus réel pour le citoyen lambda, on arrive plus facilement
à faire de la pédagogie pour expliquer quelles sont les libertés qui sont en jeu. Quand vous achetez un véhicule, vous devez vous attendre effectivement à ce qu'il ait une sécurité suffisante qui vous soit assurée. Sinon, pourquoi acheter un véhicule et surtout pourquoi l'acheter à ce prix-là? Pour les autres questions de liberté fondamentale, telles que celles que vous avez évoquées, c'est plus abstrait, parce que c'est plus relatif à quel est le type de société dans laquelle je veux vivre. On revient un peu sur le pass JO, en fait. On va y venir, oui, bien sûr. Ce que la crise sanitaire nous fait comprendre, c'est qu'il y a un choix de société. On est à la lorgnière d'un choix de société. Est-ce qu'on veut une société dans laquelle la liberté est la règle et les restrictions interviennent au gré des besoins, mais toujours de manière très circonspecte? Ou est-ce qu'on est dans une situation dans laquelle on veut plus de contrôle, plus de sécurité, et dans ce cas-là, la liberté devient facultative? On inverse complètement les paradigmes. Aujourd'hui, l'opinion publique n'a probablement pas conscience de ce changement de société dans lequel on est en train de s'engager. Le pass JO, c'est pas un pass JO. Le pass JO, c'est un pass grand rassemblement, grand événement, dans lequel on ne définit pas ce qu'est un grand rassemblement et un grand événement, et ce qui conduit à l'instauration d'un pass dans le cadre d'activités récréatives, comme je le dis. Notamment, si on a suivi un peu l'actualité, on sait que pendant le Festival de Cannes, un pass a été instauré. Et ce pass, il est plus pernicieux parce que il va plus loin que le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'était l'échauffement. Le pass sanitaire, on était encore au tâtonnement du début de la technologie et du contrôle des masses. Aujourd'hui, vous avez une enquête administrative qui est réalisée systématiquement sur les personnes qui sollicitent la délivrance du pass. Vous avez également des motifs qui sont invoqués. En dehors de ces motifs, point de salut, vous ne pouvez pas pénétrer sur l'événement. Et la troisième chose, c'est que il faudra montrer votre pass, mais en plus, il faudra justifier de votre identité. Chose que ne vous demandez pas le pass sanitaire, puisqu'il suffisait simplement de présenter un pass et être titulaire d'un pass. Quand ils ont compris que les gens se moquaient d'eux, ils ont dit, bon, il faudra quand même que vous présentiez votre cafetier, votre carte d'identité, mais on n'a pas besoin de vérifier que c'est votre carte d'identité, il suffira de vérifier qu'il y a une concordance entre les deux. En d'autres termes, vous étiez un monsieur, vous présentez une carte d'identité de madame avec un pass sanitaire de madame, et le cafetier, concrètement, en vous laissant passer, respectait la loi. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, les lois ont été modifiées pour faire en sorte qu'on vous justifiez de votre identité et que vous soyez capable de fournir tous les justificatifs nécessaires pour rentrer dans la zone. Exemple, vous êtes un riverain, vous êtes concerné par le périmètre de sécurité du JO, vous devez démontrer d'une part la délivrance du pass, d'autre part votre carte d'identité, troisièmement tous les documents qui permettent de justifier la raison pour laquelle vous êtes ici. Donc si vous êtes par exemple un résident, vous devrez justifier de votre quittance de loyer ou de votre bail d'habitation pour pouvoir pénétrer dans la zone. Et si vous n'en justifiez pas, vous n'entrez pas. Alors, donc ça c'est très important parce que là on voit bien qu'il y a une escalade, on va dire, ce qu'on vous demande, les conditions qu'on vous demande de remplir pour justement pénétrer dans la zone. Mais revenons un petit peu en arrière. La notion du pass n'est pas quelque chose qui est lié avec le Covid, puisque on voit bien dans le métro, il y a le pass Navigo. Quand on va à un concert, il y a le pass concert. Quand on va dans une salle d'exposition, un salon d'exposition, comme au Palais de Versailles, il y a un pass pour la journée. Donc les gens ont l'habitude, on va dire, d'avoir un mécanisme où en échange même quand je vais au cinéma, je peux avoir un pass, un ticket pour une durée. Donc c'est une utilisation temporaire, on va dire. On nous octroie une utilisation temporaire, et quand ça se limite à cette utilisation temporaire, une fois qu'on a prouvé notre identité, qu'on a bien payé, que c'est bien nous, comme ça il n'y a pas usurpation de titre, il n'y a pas usurpation de ma carte bleue ou de choses comme ça. Là c'est dans le respect, on va dire, de ce qu'on pourrait appeler des droits fondamentaux. Ça vous protège. Mais c'est que quand ça dépasse, donc moi ce que j'aimerais savoir c'est quand est-ce que ça dépasse pour vous la base, la norme? Là, vous l'avez évoqué, en fait, vous souscrivez à un service. C'est un contrat, en fait. Vous allez consentir librement à accéder à ce service. Et donc, pour ça, le prestataire vous fournit des conditions. C'est pareil quand vous allez chez un avocat, vous allez chez un boulanger, vous devez payer le prix pour récupérer votre baguette. Vous acceptez le prix. Vous n'allez pas discuter du prix. Là, c'est un peu la même chose. Le pass Navigo, le pass musée, vous payez pour un service. Donc, je consens librement à ce contrat. Et alors, donc, ce que je devrais faire comme analogie, c'est plutôt le viol du consentement libre et éclairé avec la vaccination obligatoire. Voilà. Là, au moment où, en fait, on dépasse le simple consentement à une prestation de service, c'est qu'à un moment donné, on est en train de mettre en place un contrôle. C'est-à-dire que quand vous devez utiliser le pass Navigo, vous avez le choix de ne pas l'utiliser. Et si vous utilisez le pass Navigo, vous soumettez aux conditions, effectivement, du prestataire. Lorsque vous êtes dans un grand événement tel que les JO, vous résidez là, vous n'avez pas consenti à vous soumettre à cette zone. Et surtout, ça va beaucoup plus loin. C'est qu'on est en train de mener des enquêtes administratives. On est en train de consulter toute une série
de documents administratifs visant à vérifier que vous n'êtes pas un dangereux terroriste, parce que je le rappelle, le pass est justifié par le risque d'attentat terroriste, et par conséquent, on se retrouve à ficher des citoyens de bonne foi qui n'ont commis aucune infraction pour le simple fait qu'il pourrait potentiellement y avoir un risque. Donc là, on est d'attentat. fiché, on est dans une base de données parce qu'on habite à tel endroit et que potentiellement on pourrait être un risque, même si jamais, en fin de compte, ce n'est pas inscrit dans le droit. C'est surtout, est-ce que, sincèrement, si c'était une si bonne idée que ça, le pass, pourquoi on ne l'a pas instauré avant? Pourquoi on a attendu 2024 pour le mettre? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que vous pensez sincèrement que quelqu'un qui est fiché S, il va naïvement solliciter un pass pour pénétrer dans la zone? Ce qu'on constate, c'est que, en réalité, les restrictions de liberté, et notamment l'instauration du pass, est destinée aux citoyens, aux bons citoyens. Celui qui est déjà en infraction avec la loi, naïvement, il va pas bêtement se livrer aux forces de l'ordre. Il va pas indiquer ouvertement, dans le cadre d'une enquête administrative, qu'il va réaliser un attentat. Quelqu'un qui veut, de manière déterminée, ôter la vie d'une autre personne, le fera avec ou sans passe. Et donc, c'est pas là où il faut agir. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que le jour où j'ai passé mon permis de conduire, la limitation de vitesse sur les autoroutes était peut-être à 130. Si on la baisse à 110, déjà, on change les règles. Et que, en fin de compte, si quelqu'un n'a pas le permis de conduire et qu'il roule à 200 avec une voiture volée en ayant maquillé les plaques, bah, il va continuer à faire. Et en fin de compte, qu'on ait un permis de conduire ou qu'on n'ait pas de permis de conduire, donc qu'on ait un pass ou qu'on n'ait pas de pass, ça n'empêchera pas, on va dire, la racaille de passer. Exactement, et moi, vous vous rappelez, là, récemment, on a eu effectivement un fourgon blindé qui a été attaqué pour récupérer un prisonnier assez dangereux qui était présent. Exactement, vous avez couvert l'événement, il me semble, vous en aviez parlé. Ça démontre quoi? Ça démontre que, en réalité, vous pouvez mettre toutes les mesures de contrôle que vous souhaitez. Les personnes les plus impactées, ce sont toujours les bons citoyens. Ceux qui vont se soumettre automatiquement et de bonne foi à la règle et au respect de la règle. Mais ceux qui n'ont aucun respect pour ces règles, même si vous rajoutez un pass, mais ils vont rigoler. Bien sûr qu'ils vont rigoler, ils vont se moquer de nous, ils vont se dire, OK, ils sont en train de ficher une population de bonne foi, alors que potentiellement, moi qui suis en train de préparer un attentat, si j'ai envie de le faire, je vais le faire. Puisque de toute manière, c'est pas un pass qui va m'empêcher de pouvoir aller au bout de mon projet macabre. Et donc, on voit bien qu'ici, le véritable problème, il n'est pas sur le contrôle des personnes de bonne foi, des bons citoyens, il est bien sur l'incapacité des forces de l'ordre à contrôler les personnes qui sont susceptibles de commettre des attentats. Et donc, cette incapacité, elle est palliée par justement nos restrictions de liberté, parce que nos libertés fondamentales, depuis la crise sanitaire notamment, deviennent des variables d'ajustement de l'incompétence des politiques publiques. Alors, je rappelle, dans le cadre de Mohamed Amran, aujourd'hui, donc, il y a quand même des policiers, en fait, des gardiens qui ont perdu la vie. Donc, il faut quand même respecter le travail de ces gens-là. Mais cette personne est toujours portée disparue. On ne sait toujours pas où elle est. Et donc, moi, je me suis moi-même interrogé dans le cadre d'une enquête en regardant un petit peu est-ce qu'il n'y a pas eu dans le cadre du transport pénitentiaire, est-ce qu'on n'a pas enfreint les règles, etc. Il y avait beaucoup de problèmes à ce sujet-là. Et donc, moi, je me suis posé la question de savoir comment ça se fait que quelqu'un comme ça disparaît et qu'on n'arrive pas à le retrouver. Donc, et ça pose de vraies questions, surtout à la proximité des Jeux Olympiques. Il ne faudrait pas qu'ils réapparaissent à un moment comme étant la cible, l'ennemi numéro 1, parce que ça rendrait les choses bien faciles. Bon, c'est une spéculation, mais en tout cas, il y a un véritable problème parce qu'on n'est pas tenu au courant de ce qui se passe avec cet individu qui est, comme vous le dites, lui, c'est vraiment quelqu'un de condamné, donc il est dangereux pour la société. Revenons un petit peu à cette notion du pass sanitaire, pardon. Et donc, avec l'Association de défense des libertés, vous avez fait une requête auprès du Conseil d'État qui vient à audience aujourd'hui, je crois. Donc, je pense que est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette requête et de ce que vous demandez au Conseil d'État, bien sûr, dans la limite de ce qui est sa capacité, mais dans la limite aussi du raisonnable, j'imagine. Ouais. Alors effectivement, le jeudi 11 juillet à 11h, nous allons donc avoir une audience devant le Conseil d'État. Petite particularité, le Conseil d'État a été saisi en mai 2024 de la question de la légalité du pass JO. Pourquoi mai 2024 ? Parce que les textes n'étaient pas sortis avant. Deuxième particularité, en l'espace de 3 mois, ce qui est extrêmement court, le Conseil d'État va rendre une décision sur le fond. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va se prononcer et donner le droit applicable au pass JO.
il va se prononcer pour nous dire si c'est légal ou non au regard de nos libertés fondamentales, qui sont notamment les lois en vigueur, la Constitution, mais également les conventions européennes des droits de l'homme. C'est bien, ça veut dire qu'il peut agir vite. Donc. Ça veut dire qu'il est capable effectivement d'agir extrêmement rapidement. Donc là, il faut le souligner, c'est extrêmement rare qu'il soit capable de rendre une décision aussi rapidement. On se plaint souvent que la justice ne va pas assez vite. Mais en tout cas, dans les cas qui intéressent le gouvernement, j'ai l'impression qu'on va vite. Là, ça va très vite. Et effectivement, c'est une semaine avant finalement l'entrée en vigueur du pass JO avec les Jeux Olympiques qui sont imminents. Donc on est vraiment... le Conseil d'État fait un excellent travail sur la célérité avec laquelle il va traiter cette affaire. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Maintenant, après l'audience, on pourra en savoir un peu plus sur les raisons qui aujourd'hui vont justifier que le rapporteur public, qui est ce magistrat qui est en dehors de la formation de jugement, qui ne va pas lui-même rendre un jugement, mais il va préconiser un avis. Et ce magistrat, aujourd'hui, conclut au rejet de notre requête. Il conclut donc que le pass JO, tel qu'il est prévu aujourd'hui, respecte toutes les libertés fondamentales dont on estime, à juste titre, qu'elles sont méconnues. Y compris la Déclaration des droits de l'homme, les conventions internationales, les lois sur la RGPD, c'est-à-dire le fichage des individus. Donc, il pense qu'aujourd'hui, ça respecte tout. C'est proportionné. Pour lui, effectivement, c'est proportionné. Alors, encore une fois, on va découvrir son argumentation à l'audience. C'est pour ça que je suis présent aujourd'hui, puisque je veux écouter ce qui va être dit. La formation de jugement n'est pas contrainte et forcée de suivre les préconisations du rapporteur public. Mais les statistiques veulent que dans 90% des cas, effectivement, la formation de jugement va se rallier à la position du rapporteur public. Donc je ferai une communication après l'audience pour pouvoir savoir justement ce qui a été dit. Nous, dans notre requête, il y a 2 arguments phares qu'on soulève. Le premier argument phare, c'est l'atteinte au droit à la vie privée et familiale. Liberté protégée tant par notre Constitution que par les conventions internationales. Pourquoi j'estime qu'il y a une atteinte à nos libertés fondamentales, notamment à notre droit privé, au droit à la vie privée et familiale. Votre droit à la vie privée et familiale, c'est ce qui fait que l'État n'a pas à tout savoir de vous. Vous, en revanche, en tant que citoyen, vous avez le droit de tout savoir des politiques qui sont menées et de tout savoir sur vos gouvernants. On ne sait pas tout parce qu'ils ne veulent pas nous donner les contrats des vaccins. Exactement. On ne sait pas tout. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est complètement inversée, c'est que l'État va tout savoir de vous. Et quand je dis va tout savoir, moi j'attaque plusieurs arrêtés qui vous demandent quand même de justifier de votre carte d'identité, de votre date et lieu de naissance, de votre nationalité, de votre domicile, de votre profession, de votre certificat d'immatriculation si vous avez un véhicule, etc., etc. Les données personnelles qui sont récoltées sont extrêmement importantes. Et en outre, le Code de la sécurité intérieure prévoit même qu'il y a une enquête administrative qui peut être réalisée sur vous. Et dans le cadre de cette enquête administrative, l'État, les forces de l'ordre, peuvent consulter toute une série de fichiers dans lesquels vous pourriez être impliqué. Alors vous savez que vous avez notamment le fichier Judex, qui est un fichier dans lequel, si vous avez été mis en cause, soit en tant que victime, soit en tant qu'auteur, témoin ou complice, vous apparaissez dedans. Quand bien même, vous n'avez jamais été condamné à quoi que ce soit. Et donc ce fichier est consultable, et donc à ce moment-là, on peut vraiment tout savoir de vous. Ça, bien entendu, c'est la partie émergée de l'iceberg. Pour travailler avec quelques personnes qui sont dans les renseignements, on sait très bien également qu'il y a d'autres fichiers beaucoup plus sombres dans lesquels, effectivement, les forces de l'ordre peuvent aller vérifier et puiser un certain nombre d'informations. En d'autres termes, on va tout savoir de vous. Et ce, pourquoi ? Parce que vous allez avoir le culot ou l'autre puissance d'aller vous rendre sur un grand rassemblement ou un grand événement comme le pass JO. Donc, vous avez payé. Que vous avez payé. Parce que vous avez pu acheter un ticket, donc en fait... Alors, soit vous avez payé, soit seulement vous avez transité par la zone. Parce que justement, c'est que l'enquête administrative se réalise également sur des personnes qui transitent uniquement par cette zone. Vous êtes un résident dans la zone, une enquête administrative va se réaliser sur vous. Mais alors, ce qui est assez intéressant quand même, c'est que ces zones, elles couvrent de l'espace public. Donc, quand on met en place un règlement dans le cadre du Palais des Expositions, c'est un espace privé. Mais quand on est sur la voie publique, c'est-à-dire que le gouvernement s'octroie et demande au Conseil d'État de censurer l'accès à l'espace public. J'aime bien utiliser le terme censurer parce que c'est un terme courant aujourd'hui. Ouais. Il censure, effectivement, il va restreindre la possibilité d'accéder à l'espace public. Alors l'argumentation qu'ils vont mettre en face, c'est de dire, oui, mais on vous empêche pas. Vous pouvez y accéder, mais à condition de vous soumettre à une série de contrôles. Et ça, c'est effectivement problématique. Dans une société démocratique qui fonctionne correctement, on ne mène une enquête administrative que si vous avez potentiellement des choses à vous reprocher.
Il suffit pas d'être simplement un passant ou un habitant de la zone pour être soumis à une telle enquête administrative. Donc ça, c'est vraiment extrêmement problématique et très liberticide. Le deuxième argument, sur lequel, à mon sens, il y aura un vrai problème, et on ira le discuter, c'est pas grave, devant la Cour européenne des droits de l'homme si jamais le Conseil d'État ne l'entend pas, c'est la question du respect du règlement général de la protection des données. Ce règlement, il vous dit, quand vous mettez en place un système d'automatisation de traitement de données innovant et à grande échelle, vous remplissez toutes les conditions avec le PASS-JO, vous devez réaliser une sorte d'étude d'impact. Cette étude d'impact, on la cherche encore. Parce que cette étude d'impact, elle n'a pas été réalisée. Donc c'est une étude où on va mesurer l'impact que ça peut avoir sur la vie des citoyens, sur un grand nombre de critères. Hein. Ça existe dans le monde de l'environnement, l'étude d'impact, ça invite tout à fait, dans plein de sujets. C'est le règlement général de la protection des données qui le prévoit. Mais c'est aussi dans toute demande administrative, on va dire, quand on demande un permis de construire, on peut avoir une étude d'impact sur l'environnement et des choses comme ça. Selon l'ampleur, oui, tout à fait. Et là, c'est la même chose, parce qu'en fait, l'idée de cette étude d'impact est de dire, est-ce qu'on peut essayer de faire moins avec mieux? Est-ce qu'on peut essayer d'avoir le même résultat, c'est-à-dire empêcher un risque d'attentat, c'est quand même ça à la base le projet, en restreignant le moins possible les libertés fondamentales des bons citoyens. Et ça, cette étude d'impact, elle n'est pas réalisée. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas. Si on n'a pas un document administratif d'une telle nature, est-ce que le document, il est obligatoire ou il est facultatif? Et il est obligatoire, c'est la loi qui le dit. C'est la loi qui prévoit cette étude d'impact, cette évaluation, pour s'assurer justement qu'il n'y a pas un abus d'atteinte à nos libertés fondamentales. Et là où le Conseil d'État doit être le garant de nos libertés fondamentales, aujourd'hui, si il applique correctement le droit, il doit reconnaître d'une part que cette étude d'impact n'existe pas, et d'autre part qu'il y a évidemment une atteinte qui est disproportionnée à plusieurs de nos libertés fondamentales, dont notamment celui de pouvoir vivre dans l'indifférence générale de l'État. Si le rapporteur rejette votre requête, quelque part, il porte une atteinte à vos droits fondamentaux. En tout cas, il participera effectivement à la réalisation de ce que j'appelle la démocratie autoritaire, c'est-à-dire un régime qui, tout en s'appelant démocratie, utilise des mécanismes propres à des régimes autoritaires. Le contrôle de la population de manière généralisée et automatisée, c'est un mécanisme qui est utilisé dans les régimes autoritaires. Mais Maître Guillon, donc 11 heures aujourd'hui, c'est ça, cette audience sur laquelle vous allez vous rendre. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont importants sur cette problématique que vous aimeriez de faire comprendre qu'on est en fait en train de discuter d'un choix de société. C'est pas juste une audience sur le PASS-JO. En fait, c'est un choix de société dans lequel on est en train d'exposer et de confronter les citoyens. On est en train d'avoir deux mondes qui s'affrontent. Le monde qui s'appelle un peu le corps mou de la société, qui est dans une indifférence généralisée de la question de nos libertés fondamentales, à tort ou à raison. Encore une fois, quand vous êtes dans la roue du hamster et que vous courez pour survivre, parce que la vie est dure, parce qu'effectivement, vous avez effectivement du mal à joindre les deux bouts, la question des libertés fondamentales, elle vous importe peu. Pourtant, vous ne pouvez pas avoir une vie de qualité si vos libertés fondamentales ne sont pas respectées. Et toutes ces personnes qui souffrent, aujourd'hui, elles souffrent surtout et avant tout parce que justement les libertés fondamentales sont méconnues. Et vous avez cette autre partie de la société sensible à cette question des libertés fondamentales, telle que l'association de défense des libertés fondamentales, que je salue et que je remercie encore une fois de sa confiance accordée pour mener ce combat, qui aujourd'hui a véritablement conscience qu'on est en train de changer de nature de régime et qui se bat de toutes ses forces pour essayer d'empêcher ce qui pourrait advenir, c'est-à-dire un régime autoritaire dans lequel nos libertés fondamentales seraient des libertés facultatives, de simples variables d'ajustement de l'incompétence de nos politiques. Bien, Maître Guillon, merci beaucoup d'être venu nous présenter donc les deux actions importantes, on va dire, de vos combats. J'imagine qu'il y en a d'autres. En tout cas, on le rappelle, donc des airbags dans des véhicules Citroën qui pourraient être dans d'autres véhicules qui peuvent porter atteinte à votre sécurité, à votre santé et éventuellement faire de vous un délinquant de la route. Donc ça, c'est quand même important à savoir. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, regardez bien. Et si jamais vous avez un courrier de la part de constructeurs. Et la deuxième chose, c'est la défense de ces droits fondamentaux avec un élément que j'aime bien quand vous dites que les droits fondamentaux ne sont peut-être pas la problématique et la priorité de tous les Français. J'aimerais rappeler une chose, c'est que depuis 7 ans, on a 1100 milliards de dettes supplémentaires qui ont été mis en place sans qu'on ait mot au chapitre. Et donc, quelque part,
ça fait partie de vos droits fondamentaux, puisque vous n'avez pas librement consenti à cette dette qu'on vous met sur vous, sur vos enfants. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut s'en rappeler, il faut s'en soucier, et il faut se dire que c'est excessivement important que des associations se battent, que des collectifs se battent avec des avocats engagés, justement pour la défense de ces droits, parce que attention, ça n'arrive pas qu'aux autres. Les accidents n'arrivent pas qu'aux autres. Les pertes de liberté n'arrivent pas qu'aux autres. Il y a des victimes dans le cas des airbags. Il y a des victimes dans le cas de la crise sanitaire. On le rappelle, des effets secondaires de la vaccination. Il y a des victimes collatérales parmi les soignants, comme Aminou Mlil, qui a perdu son travail malgré le fait qu'il est alerté. Et il y a aussi des victimes comme le lanceur d'alerte Frédéric Baldan, qui a été suspendu et victime de représailles. Donc en fait, quand on s'oppose, eh bien aujourd'hui, on est aussi victime de représailles. Et c'est pour ça aussi qu'il faut se battre pour ces droits fondamentaux. Peut-être juste une dernière question. La désobéissance civile, à quel moment il faut l'activer? J'ai envie de conclure avec une histoire que j'ai racontée il n'y a pas très longtemps à un de mes neveux, l'histoire du poisson rouge. Vous avez un maître d'école qui rentre dans une classe et qui présente un bocal avec un poisson rouge. Il le pose sur la table et il dit « Si l'un d'entre vous bouge et vient sauver ce poisson rouge, il en subira les conséquences. » Il décide de sortir le poisson rouge du bocal et le pose devant son bureau. Le poisson rouge va commencer à agoniser et à se débattre. Et aucun des enfants ne va bouger. À ce moment-là, au moment où le poisson rouge commence vraiment à vaciller, une petite fille va se lever et va venir prendre le poisson rouge et le replacer dans le bocal. Il va regarder sévèrement cette petite fille et il va se retourner vers toute la classe. Et il va leur dire « Voilà la leçon du jour. Je vous avais prévenu que je vous punirais sévèrement si vous sauviez ce poisson rouge. Et pourtant, vous l'avez fait. » Ça veut dire que même lorsque la loi vous impose un comportement, si vous sentez qu'au fond de vous, ce n'est pas juste, alors vous devez agir. Le mot de la fin, c'est donc « Soyez des sauveurs de poissons rouges ». Merci beaucoup David Guyon, merci à vous tous de nous suivre. On rappelle que hier il y a eu une décision adverse au niveau du lanceur d'alerte Frédéric Baldan qui n'a pas été protégé, donc on n'a pas sauvé encore le poisson rouge Frédéric Baldan. En tout cas, grâce à vous, grâce à votre désobéissance civile, bien écoutez, si vous considérez que c'est injuste, il faut aussi le sauver de la même manière que David Guyon se bat. De se sauver, le protéger, comme on a fait pour Julian Assange et pour beaucoup de lanceurs d'alerte, parce que ce qu'on est en train de dire ici, cette petite fille, c'était quelque part un lanceur d'alerte, et il y a la loi sur la protection des lanceurs d'alerte qui est là, et on aime bien aussi chez François en parler, parce que on a essayé aussi de lancer des alertes, et c'est pour ça qu'il faut aussi protéger des médias comme François, comme vous le faites, en nous écoutant, en soutenant des avocats engagés, en soutenant des associations, en soutenant des médias libres et indépendants de toute subvention. À très bientôt sur François et on va suivre cette affaire au Conseil d'État. Bonne journée. Bonne journée.